Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Julien Pivotot. Je travaille pour Inuit. Donc, on est une boîte belge en fait. On travaille à partir de la Belgique vers plusieurs pays du monde, même si notre core business est encore en Belgique pour le moment. Et alors, on fait toutes sortes d'intégrations de logiciels open source et aussi on fait aussi du développement, etc. Et donc, je vais vous parler ici d'un projet sur lequel j'ai travaillé qui consiste en fait à faire du déploiement d'applications Plonzope à plus ou moins grande échelle. Donc un client utilise massivement Plone et Zope pour ses clients à lui. Et donc on a commencé à chercher des solutions. Je suis administrateur système, donc il n'y aura pas beaucoup de code Python, voire même pas du tout dans cette conférence. Mais c'est plus pour vous expliquer la manière dont on a fait, les difficultés qu'on a rencontrées, etc. Ce qu'on fait ici avec Plone et Zope, on le fait aussi avec du Django et des choses ainsi, donc voilà. Ça, c'était pour ma petite présentation. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Plone, en fait, Plone, c'est un CMS open source, c'est créé en Python. Il y a une communauté quand même assez large à travers le monde. Je pense que quand ils font les conférences, les PloneConf chaque année, il y a pas mal de monde, donc c'est une communauté fort active. Et voilà, c'est un logiciel qui existe depuis assez longtemps, ce qui fait que chez notre client, par exemple, on a beaucoup de vieux codes, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui tournent autour. Et alors Zope, c'est simplement un web server qui a été créé en Python aussi, qui est aussi open source, et alors qui travaille main dans la main avec Plone. Donc en général, les deux sont utilisés en même temps. Donc pour vous expliquer quelques termes, dans ce genre d'application, donc quand on parle de threads, on parle d'instances, donc chaque instance va être un processus qui va répondre aux requêtes des clients. Il y a un mécanisme qui permet de construire les sites web qui s'appelle build-out, qui va permettre de choper toutes les dépendances de l'application, de compiler ce qu'il faut compiler, etc. Et alors, ce sont des applications qui sont en fait modulables, donc il y a des ex qui sont utilisés, qui sont propres à Zope, ou alors qui sont plus généraux, comme on peut le connecter avec SQL Alchemy et des choses ainsi. Donc la mission, c'était de déployer plusieurs applications Plone et Zope à une échelle plus ou moins grande, le tout de manière automatisée et fiable. C'est-à-dire que, ben oui, quand on a un petit site, on y va à la main, on fait hop, là je fais mon petit build-out sur le serveur et tout va bien. Mais quand ça commence à être plus gros, quand il commence à avoir 4 ou 5 applications sur 2, 3 serveurs, parfois la même application sur plusieurs serveurs, là on a vraiment le besoin d'automatiser, d'avoir quelque chose qui sait être scalable, donc mis à l'échelle, etc. Donc avant, qu'est-ce qu'on avait on avait du travail manuel, c'est-à-dire le développeur se connectait au serveur et puis on faisait son petit bazar. Au niveau de la haute disponibilité, on utilisait du failover, donc c'est-à-dire il y a une node qui tourne et quand elle tombe, ben, ça passe sur l'autre node, mais on n'utilise jamais toutes les ressources. Les process étaient lancés par SupervisorD, qui est encore largement utilisé, mais maintenant on a pris une autre approche, comme vous allez le voir. Et alors, surtout, on n'avait pas vraiment d'approche de visualisation de l'infrastructure. On n'avait aucun endroit où on voyait toutes les applications qui étaient installées, où elles étaient installées, etc. Mais avec cette manière de travailler là, on arrive à certains problèmes. Par exemple, on doit lancer le build-out sur 5 serveurs, sur 2 serveurs, et puis pour chaque environnement, par exemple un environnement de test, un environnement de debug. Et donc on ne sait plus à quelle version on en est sur quel serveur, on ne sait plus est-ce que j'ai fait mon build-out sur le serveur B, sur le serveur A. Donc avec les méthodes manuelles, vraiment, il n'y a pas d'avenir. Et puis, vous faites par exemple, vous lancez votre build-out et puis boum, au milieu, vous avez une erreur de compilation, un module qui n'est plus disponible, ou alors Pipe qui est down, ça arrive, oui, ça arrive assez fréquemment. Et puis après ça, il y a un bug, on ne sait plus d'où le bug vient. Donc on commence comme ça à rencontrer de plus en plus de problèmes et ça va croissant au fur et à mesure que les applications grandissent, qu'on rajoute de la complexité, etc. Donc on s'est fixé des buts. Donc le but, c'est qu'il y ait moins d'échecs pendant les builds, qu'on puisse tester plus le code, qu'on ait des tests plus fiables et qu'on puisse se dire plus facilement, ok, maintenant on peut mettre en production. Et alors, pour ça, on va puppetiser tout ce qui est possible de puppetiser. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Puppet, c'est
un gestionnaire de configuration qui permet de décrire le statut que vous souhaiteriez atteindre pour vos serveurs et de l'atteindre avec une série de routines qui sont là derrière. Par exemple, si vous voulez un serveur web, vous avez un module Apache et des choses ainsi. Et donc, en mettant tout ça dans Puppet, on a une vue d'ensemble du système et on peut rapidement déployer, etc., les applications. Et alors, en utilisant Puppet, au lieu d'outils comme Fabric, etc., on a aussi pu intégrer à ces modules-là tout ce qui est reverse proxy, tout ce qui est nécessaire au niveau applicatif, en fait, les DNS, etc. Et alors, on a aussi comme objectif d'automatiser tous les builds. Donc, chaque fois qu'on va déployer quelque chose en production, on ne va pas utiliser 5 commandes différentes pour le faire, on ne va pas utiliser une commande A sur un serveur A, la B. Non, on va vraiment avoir des builds qui sont fiables, qu'on va pouvoir reproduire à l'infini, en partant de chaque fois de codes différents, mais on sait que notre méthodologie est la même. Et du coup, on va aussi pouvoir le déployer sur plus d'environnements. C'est-à-dire, pour le moment, avant, on avait 1, 2 environnements, mais à la longue, il y a eu besoin d'avoir des environnements de démonstration, de formation et des choses ainsi. Et donc, on va très facilement pouvoir étendre la méthodologie à plus d'environnements. Alors, donc, tout ça, ça nous a amené à devoir faire des choix au niveau infrastructurel. Donc, avant, on utilisait DRBD pour PostgreSQL. Maintenant, on a déplacé ça vers 2 serveurs qui utilisent la réplication native de PostgreSQL. Les fichiers idem, on utilisait DRBD parce qu'à l'époque, c'était ce qui avait un peu plus pratique et on n'avait pas vraiment le besoin d'avoir de la haute disponibilité à ce niveau-là. Donc maintenant, on passe sur du GlusterFS. Donc là, c'est un système de fichiers en réseau qui permet en fait de dupliquer les fichiers sur plusieurs serveurs et d'y avoir accès assez rapidement. Et surtout d'y avoir accès sur tous les serveurs en même temps. Alors avant, on avait Supervisor D, mais voilà, on allait encore sur le serveur relancer les instances avec les commandes qui vont bien dans Supervisor D, mais ça devient compliqué à gérer à la fin. Donc maintenant, on utilise Puppet pour démarrer les services. Donc chaque instance maintenant est considérée comme un service et plus comme un fichier à lancer. Donc maintenant, on utilise init.d pour démarrer, stopper les services, voir le statut, etc. On utilisait Pond comme reverse proxy, maintenant on est passé sur HAProxy, principalement pour des facilités de déploiement, etc. Et alors aussi, on a dû mettre en place un miroir interne de PyPy, parce que si PyPy est down, c'est un peu comme GitHub, quand il est down, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut rien faire, on est obligé d'attendre, mais si on a un miroir interne qui est down, là on peut le re-up sans trop de problèmes, quoi. Donc je vous ai parlé de Puppet, voilà, donc on est parti de rien. Et on a dû intégrer tout dans Puppet. Donc Puppet, si vous voulez des alternatives qui vous parleront peut-être plus, il y a Chef, il y a Juju, il y en a plein. Il y en a une en Python, SoulStack aussi. Mais le choix duquel on utilisait importe peu. Ce qui compte, c'est d'en utiliser un et de plus taper les commandes à la main sur tous les serveurs, de plus modifier les fichiers à la main, etc. Pour être sûr d'avoir la même configuration partout, quoi. Et donc, on s'est mis à puppetiser Plone, mais aussi Apache, Jope, HAProxy et tout le reste. Et alors, après ça, on a un outil qui travaille avec Puppet, qui est mCollective, qui va nous permettre, lui, d'orchestrer. Donc, c'est-à-dire que Puppet, il va agir sur l'état final des serveurs, entre guillemets. Donc, Puppet, il va dire, je veux installer telle application, telle chose. Et mCollective va dire, maintenant, on met à jour tel paquet, maintenant, on redémarre tel service, mais de manière centralisée depuis notre serveur d'intégration continue, quoi. Alors au niveau des développeurs, il y a eu aussi des changements qui ont été nécessaires. Par exemple, ils utilisaient SVN, ils avaient énormément de problèmes avec SVN pour merger les choses ainsi. Créer les branches, c'est facile, mais après pour les remerger, ça devient plus difficile, etc. Donc ils sont passés sur un système décentralisé, Mercurial, Git, etc. Alors ils ont dû aussi écrire de plus en plus de tests parce que plus vous avez du code complexe, plus vous avez de développeurs impliqués, etc., plus ça devient difficile quand quelque chose foire, d'aller voir ce qui ne va plus, de comprendre la logique de l'autre développeur. Et donc, il y a eu un changement aussi culturel à ce niveau-là qui a dit, bon, maintenant, on écrit des tests. Et alors, pour ne pas que ces tests ne servent à rien, qu'ils soient lancés une fois tous les 5 ans et seulement quand ça va mal, on les automatise aussi avec Jenkins, donc je vais vous parler plus tard,
qui lui va donc dire à chaque fois que je fais une modification dans mon package, que je le push, j'ai des résultats de mes tests qui sont fiables sur un environnement qui est le même environnement que celui qui sera utilisé en production. Donc si j'utilise Python X ici et que en production j'ai une autre version, pour mes tests j'ai une troisième version, ça ne va plus. Donc là on assure avec Jenkins d'avoir un environnement qui sera le même que celui de la production. Donc si les tests ils foireront également quand ce sera en production. Alors tous ces changements, évidemment, ça prend beaucoup de temps. C'est un processus de plusieurs années pour partir d'un moment où tout est entre guillemets manuel, où il n'y a pas de test, où il n'y a pas trop de package, à une vraie application qui va aller plus loin dans le testing, qui va être automatisée, etc. Il faut d'abord faire changer la culture des gens. Ça, c'est pas facile parce que les gens, c'est pas du software. Il suffit pas de les mettre à jour. Il faut leur faire comprendre les avantages de le faire de la manière dont on voudrait. Et puis, il y a des compromis qui se font entre les développeurs et les sysadmins parce que les uns ont un point de vue, les autres ont d'autres points de vue. Parfois, ça peut même aller jusqu'au clash parce qu'il y a vraiment des choses qui bloquent. Et le sysadmin, il dit oui, non, mais le développeur, il dit mais si. Et à la fin, c'est vrai que toutes ces manières de voir, chacun apprend à l'autre camp, entre guillemets. Et alors aussi, ça prend du temps parce que dans le monde de l'entreprise, il y a beaucoup de choses auxquelles on ne s'attend pas, des bouts de code qui sont là, on se demande d'où ils viennent. Je me souviens par exemple d'un développeur qui avait supprimé un dossier sur un serveur, c'était la catastrophe. Et en fait, c'était du code, mais on ne sait pas pourquoi, il n'était pas versionné, il n'était pas dans SVN, il n'était pas dans Git, il était nulle part. Et donc là, on se retrouve avec plein de surprises qui sont dues proprement à l'évolution d'une application et que c'est le genre de choses qu'on veut éviter à l'avenir, mais en attendant, quand elles sont là, ça ralentit aussi les processus de changement qu'on aimerait bien apporter. Donc ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait malheureusement. Alors donc je vous ai parlé de Jenkins, c'est l'outil dont je vais vous parler maintenant. C'est un serveur d'intégration continue, comme il l'appelle. Il y a plus de 600 plugins qui vous permettent de faire un peu tout ce que vous souhaitez. Et alors, je vais vous montrer 2-3 choses qu'on utilise ici pour automatiser les textes. Donc, il est flexible, donc c'est-à-dire vous pouvez avoir une tonne d'étapes dans votre job. Vous pouvez avoir plusieurs jobs qui suivent, qui se lancent l'un l'autre. Et alors, vous pouvez taper du code shell, vous pouvez lancer des tests. Et donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, ça, c'est un peu à quoi Jenkins ressemble. Alors, donc vous voyez ici donc une liste qui est en fait une liste de jobs. Hop, ici. Et alors à chaque fois, c'est très simple. Un job a une couleur. Donc le vert, ça veut dire que les tests ont réussi. Le rouge, ça veut dire que les tests n'ont pas été lancés. Ou alors le jaune, ça peut vouloir dire par exemple qu'il y a des régressions dans les tests. Et alors à côté, pour chaque test, vous avez un peu la météo. Donc si par exemple s'il pleut sur le job, je ne sais pas si vous voyez, c'est assez grand, mais on peut savoir que dans les 5 dernières builds, on a eu 3 qui ont foiré, par exemple. Plus il y a de l'orage, moins c'est bon. Si vous regardez ici, il y a des jobs en rouge. À mon avis, les tests n'ont jamais réussi dessus. Et donc, de cette manière, on a une vue d'ensemble de chaque module, de l'état de ces tests. Et donc, on peut aller facilement pointer les erreurs et les corriger avant une mise en production. Donc, l'avantage de Jenkins, c'est automatisé. On n'y pense pas, on push et il récupère le code. Donc, alors, Jenkins est composé de jobs. Je ne vais pas essayer de le traduire en français pour vous éviter cette peine. Mais donc, un job, c'est donc, entre guillemets, un build qu'on peut reproduire. Donc, on peut le lancer autant de fois qu'on veut. Il prend quelque chose en input, il vous fait quelque chose en output. Ce qui permet d'avoir un seul endroit où trouver les logs relatifs au build. Donc, s'il y a une compilation qui a foiré, on sait qu'on doit aller voir là et pas sur le serveur 3 à la place 4 et des choses ainsi. On a un historique, donc on peut voir à partir de quel moment on a des régressions dans le code, à quel moment on a commencé à avoir 2 fois plus d'échecs dans nos tests. On peut voir à quel moment on a écrit 50 tests en plus ou un développeur en a enlevé 50. On a un historique avec à chaque fois lié aux différents commits. Et alors à la fin, on peut avoir des artefacts. Donc dans l'exemple ici, on déploie sur du CentOS. Donc on crée des RPM qui contiennent le code Python avant de le déplacer en production. Mais donc tout est fait sur ce serveur-là, tout est compilé sur ce serveur-là. Donc ça ne foire jamais au moment de la mise en production. Et donc après, on a ce qu'on appelle des pipelines.
Donc ça, c'est une série de différents jobs où en fait la compilation, le build-out, c'est seulement une seule partie parce qu'on va choper le code, on va lancer des tests dessus, on va aller le packager, et ensuite on va aller le déployer. Dans le cas d'application Plonzone, on ne le fait pas pour chaque package. En général, on fait toute l'application d'un coup, au niveau du build, je veux dire. Et ensuite, on peut lancer des tests. Donc les tests, on va les lancer donc, sur chaque module. Donc chaque fois qu'un développeur va modifier, comme je vous l'ai déjà dit, au moins 4 fois, on va aller lancer les tests. Donc on a du feedback, donc on a des graphes, on reçoit des emails quand ça foire, tout ça donc sans se tracasser. On sait que si on push, on va avoir un email qui va nous dire c'est bon, c'est pas bon. On a des tests au niveau du code coverage, des tests de violation, des unit tests, et donc ça on utilise dans ce cas-ci une recette qui est propre à Zope qui s'appelle Zope Recite Test Runner. Je ne sais pas trop ce qu'il y a en dessous parce que c'est vraiment une affaire de développeur et que je suis administrateur système, mais toujours est-il qu'avec ça, on a tous les tests dont on a besoin. Il y a aussi d'autres tests de compatibilité, etc. Mais dans ce cas-ci, ce package-là nous permet de faire tous les tests dont on a besoin pour être sûr que le code comme en production ne va pas foirer. Et donc dans les jobs, en fait, on crée des virtualenv. On est vraiment des grands fans de virtualenv avec Jenkins. On lance le build-out. Et alors ici, c'est propre à Zope dans ce cas-ci, mais on lance en fait, on indique à Jenkins qu'on utilise un directory où on met tous les ex pour tout Jenkins. Donc on ne doit pas s'amuser à chaque fois à aller rechercher les ex à gauche, à droite. En général, on garde un pot commun d'ex qu'on garde entre chaque build. Et alors après ça, on lance tous les tests. Alors à la fin, qu'est-ce que les développeurs ont? Ils ont des tableaux comme celui-ci, où en fait on a du code coverage, on a des tests, on a les tests PEP8, etc. Donc ça leur permet à la fois d'améliorer leur code, de se fixer des objectifs et d'éviter évidemment les échecs. Mais par exemple, pour ce qui est du PEP8 et les choses ainsi, on peut se fixer comme objectif de réduire le nombre de bugs critiques, le nombre de choses qu'on doit absolument changer dans le code. On peut se fixer au fur et à mesure du développement, on voit l'évolution dans le code, etc. Et donc, ça améliore non seulement, ça diminue le nombre d'échecs, mais ça améliore aussi la qualité du code en motivant les développeurs à se fixer des objectifs qu'ils pourront après vérifier facilement. Donc, l'outil utilisé dans Plone et Zope pour compiler une application s'appelle build-out. Alors, dans ce cas-ci, on le lance dans un spec file qui est en fait un fichier qui permet de créer un RPM à la fin. Ça, c'est quelque chose qui est spécifique aux distributions dérivées de Red Hat. Mais maintenant, si vous utilisez, si vous voulez faire des packages Debian, etc., c'est aussi possible. Mais le but, c'est d'avoir vraiment un paquet système qu'on peut après déployer sur les serveurs. Alors, on utilise virtualenv à l'intérieur, parce que ça nous permet de ne pas jouer trop avec les dépendances à ce niveau-ci, au niveau de l'application Python, et de faciliter la vie des développeurs. Et alors, à chaque fois, on démarre de rien. Donc, à chaque fois, on va construire l'application de rien. Ça prend un peu de temps, mais ça nous aide vraiment à ne pas avoir de vieux trucs qui traînent à gauche, à droite. Et donc là, on est sûr qu'on part d'un environnement sain. Bon, maintenant, les RPM, c'est vrai que comme les packages Debian et les choses ainsi, pour les développeurs, ça ne coule pas toujours de source parce qu'il n'y a pas vraiment, quand je regarde le monde de l'entreprise, il n'y a pas une grande culture de déploiement au niveau du package. Généralement, il y a beaucoup de gens qui vont faire des scripts fabriques ou n'importe quoi pour lancer les commandes à gauche, à droite. Mais les sysadmins, ils aiment bien les RPM parce que c'est facile à déployer. Il y a parfois, vous êtes derrière des pare-feux dans un endroit bizarre et donc c'est difficile de pouvoir déployer n'importe quoi, il y a des problèmes de connectivité ou des choses ainsi. Un RPM, vous l'avez, vous pouvez le déployer. L'operating system, lui, il va lancer des checks de consistance, de fiabilité, oui. OK. Des tests de consistance, de dépendance, etc. On trouve facilement d'où vient un fichier et alors on peut orchestrer facilement avec Puppet et mcollective. Alors un paquet, ça aussi un numéro de version et alors la configuration n'appartient pas au package. Donc voilà, tout ça, ça prend du temps évidemment, mais c'est du temps gagné quand il y a des échecs parce que c'est facile de revenir en avant, en arrière. Donc quand on déploie, qu'est-ce qu'on fait? On crée le RPM, on l'ajoute à un repository Yum avec un outil qui s'appelle Pulp.
on utilise un M-collectif donc, qui orchestre pour dire maintenant on va nettoyer le cache, et ensuite on va lancer Puppet qui va mettre à jour les paquets, etc., et redémarrer les instances, etc. Alors avec tout ça, on a plusieurs endroits où on a des feedbacks, donc on a les build logs de Jenkins, on a les logs de Puppet, et ensuite on a les logs de chaque instance, et on reçoit des mails, on est informé par IRC. Donc Puppet, lui, va créer la configuration, mettre à jour le paquet, redémarrer les instances, et alors on va aussi stocker les mots de passe dans un autre outil qui s'appelle IRAM, et donc tout ça sort du code en fait. Ce qui était avant dans le code ou qui était manuellement mis sur le serveur est dans un endroit unique. Alors on a encore un problème, c'est la mise à jour des databases. On n'a pas encore vraiment choisi de solution, on en a plusieurs en route, mais est-ce qu'on doit mettre un PostScript dans les packages? Est-ce qu'on doit mettre des commandes dans Puppet pour relancer ça? On n'a pas encore vraiment de solution. Donc ça, c'était un peu pour comment on déploie, la manière dont on déploie. Maintenant, je vais vous parler de la manière dont on gère les logs, parce que plus on va plus on va augmenter le nombre de serveurs et d'instances, plus on va avoir de fichiers de log à surveiller. Si vous avez 10 instances sur 2 serveurs, vous avez déjà 20 fichiers de log. Plus les logs Apache, il faut aller voir, les log système quand il y a des trucs qui foirent. Donc avant, qu'est-ce qu'on faisait? Tel-F, multitail, voire même du cluster SSH pour essayer de trouver vraiment ce qui ne va pas sur le serveur. Mais c'est des choses qu'il faut vraiment éviter parce qu'au plus ça se complexifie, au plus vous allez manquer des informations et des choses ainsi. Donc on utilise un outil qui s'appelle Logstash, qui est un outil open source qui vous permet de gérer vos logs et qui va en fait manger des logs de n'importe où, de fichiers, de syslog, et qui va ensuite pouvoir les exporter vers plein d'endroits différents. IRC, vous vous informez sur IRC quand il y a une erreur 500, les stocker dans Elasticsearch et envoyer à Kinga, à Graphite. Et donc dans ce cas-ci, on dit à Plone, maintenant tu envoies tes logs à syslog, et syslog va les envoyer à Logstash, qui va lui récupérer, changer ajouter des champs dessus pour qu'on puisse vraiment les filtrer et faire des choses intéressantes avec. Donc dans Zop, vous avez un attribut syslog à mettre dans votre zop.conf, et ensuite, quand on arrive au niveau de Logstash, vous rajoutez des filtres comme celui-ci. Ça a l'air assez barbare, mais je vais vous montrer à quoi on arrive après. On arrive à un autre outil qui s'appelle Kibana 3 qui va aller lire dans Elasticsearch, qui en fait permet de gérer un grand nombre de données, de faire de la recherche dedans, etc. Donc Kibana 3 va vous permettre de construire des dashboards, de partager les métriques avec tout le monde et de filtrer ensuite par heure, par instance, par code HTTP, etc. Et alors, surtout, les développeurs ont accès à tout le code au même endroit. Donc, dans ce cas-ci, vous avez Kibana 3 qui fait des graphes avec le nombre d'erreurs par instance, et il peut les mettre en parallèle avec les erreurs HTTP. Donc, ici, sur la gauche, vous avez par exemple les erreurs HTTP, et sur la droite, je ne connais plus ma droite et ma gauche, c'est pas grave, les erreurs Zob et Plone. Donc ça permet vraiment aux développeurs, en dessous ils ont les logs complets avec chaque fois le type, etc. Donc ils ne doivent plus aller à 5 endroits différents pour avoir leurs différents logs. Donc en conclusion, ceci c'est le point de vue d'un sysadmin, c'est ce qu'on a mis en place. Il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment au niveau des DB, etc. Mais on est parti d'une boîte noire où quand on arrive dans la boîte, on a plein d'applications, on ne sait pas trop où elles sont, vers quelque chose qui est automatisé, où on sait où on doit aller chercher pour une information. On va simplement voir dans Puppet, on a la liste des applications qui sont déployées et l'endroit où elles sont déployées. Bien sûr, ce n'est pas une solution unique, il y en a tout plein. Le choix des outils est important, mais il y en a tellement que c'est vraiment pas une solution unique, c'est la manière dont on le fait. Et alors, vous devez surtout trouver comment le faire fonctionner pour vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution miracle, et alors vous devez vraiment le faire marcher pour votre organisation. Il n'y a pas de guide à suivre pour le faire correctement. Il faut vraiment trouver ce qui vous fait. Alors juste un petit mot pour dire qu'on travaille avec Affinity pour tout ce qui est développement Plone et Python, et c'est entre autres grâce à eux qu'on a pu faire tout ça. Et ensuite, je vous remercie de votre attention. Et s'il y a des questions, Oui, je demandais pour les déploiements, c'est complètement automatique. Enfin, quand il y a un commit qui est fait, automatiquement ça va être déployé, ou c'est quelqu'un qui clique quelque part sur un bouton pour déclencher le déploiement? Alors, le déploiement jusqu'au développement est automatisé. Si les tests sont corrects, on a un système de promotion qui peut dire « Ok, ce job-là, il est bon, je peux le passer en staging, par exemple,
Et alors après ça, le déploiement en production, etc., là, c'est une décision qui relève plus du business, quoi. Est-ce que maintenant on veut passer cette nouvelle feature en production ou pas? Là, c'est vraiment du business. Mais le but, c'est que au moins l'environnement de développement soit automatisé. À chaque commit, on y va, on push, quoi. Juste avant qu'on avance plus dans les questions, est-ce que Michael est là pour, si tu veux aller t'installer? Est-ce que la partie en dessous, serveur ou VM, c'est puppétisé ou est-ce que c'est pertinent dans cet environnement? Tout est puppétisé, oui. Du démarrage aux machines du bootstrap des machines virtuelles, etc. Tout est puppétisé. Donc toute l'infrastructure, y compris les applications, sont au même endroit. On sait où on doit regarder pour tout avoir. Donc, et ça concerne en fait plus que Zope, en fait. Tout ce qui est au niveau du client, tout ce qui est Samba, etc. Tout est puppétisé, donc tout au même endroit. Et les développeurs ont accès à ça. S'ils veulent rajouter des applications, donc ainsi, ils ont accès sans problème. Bonjour, est-ce que vous avez créé une recipe Puppet par rapport à Zope, Plone ou des choses qui seraient partageables? On en a, je ne les ai pas encore partagés, mais je vais sûrement le faire dans les prochains mois. Mais vous pouvez me contacter aussi, mais je vais sûrement rendre ça plus générique et mettre ça sur GitHub. Question au niveau base de données, vous aviez dit que vous n'aviez pas de recette définitive, mais c'est pas possible de juste recréer la base de données depuis zéro et puis de remigrer les données? C'est difficile de faire ça sans downtime en fait. Dans ce cas-ci, on n'a quasiment pas de downtime, mais si on devait recréer la base de données de zéro, en fait, on peut le faire, on peut l'imaginer au niveau du développement, mais ça me semble plus difficile en production en fait. C'est un détail technique, mais j'ai vu à un moment que tu proposes de remplacer Supervisor par Puppet, et j'aimerais savoir qu'est-ce que ça t'apporte plutôt juste que d'avoir juste puppétisé Supervisor. Ça nous apporte, en fait, ça nous apporte qu'on enlève Supervisor qui ne nous servait plus à rien en fait, du fait qu'on avait Puppet. Puppet, il assure que les instances sont lancées et on n'a plus besoin de Supervisor tout simplement. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la suite. Ouais, je serai encore là ce soir, donc si vous voulez me questionner, n'hésitez pas.